Il y a des films, tu sais déjà que c'est un classique. Once Upon a Time in Hollywood. Comme d'habitude, ce qui est vite indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Once Upon a Time in Hollywood est l'histoire de Rick Dalton, un acteur en plein déclin qui est toujours accompagné de son cascadeur Cliff Booth. On va suivre dans ce film le combat de Rick pour récupérer sa carrière et pour de nouveau être au sommet de son art, et de l'autre côté Cliff qui se balade un peu partout à Hollywood. 9e film de Quentin Tarantino et en théorie son avant-dernier parce qu'il s'était promis de faire uniquement 10 films. C'est un Tarantino qui est assez sage et assez différent des autres Tarantino parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce film. Et je pense que c'est vraiment ce qui a déçu beaucoup de personnes. C'est plus un slice of life que vraiment une histoire à proprement parler. Un slice of life movie, c'est une histoire dans un film qui retrace vraiment le quotidien d'une certaine personne. Et au fait, c'est vraiment ce qu'on a dans ce film. On a d'un côté, on va dire 2/3 du film qui représente vraiment un slice of life de Rick Dalton et de Cliff Booth. Et le dernier tiers du film qui est vraiment une histoire à proprement parler. Quand je dis proprement parler, c'est que le dernier tiers est vraiment plus inspiré d'un point de vue narratif. Il y a vraiment plusieurs actes et ça se ressent réellement. Alors que dans les deux premiers tiers, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a juste l'histoire de ces deux personnages-là et je pense que c'est pour ça que le film a pas mal déçu. Mais ça reste un film qui a quand même la patte de Tarantino durant tout le film concernant le dialogue et vraiment dans le Tarantino visuel concernant le dernier tiers. La question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que j'ai trouvé le film décevant ? Absolument pas. Je pense que c'est un film qui est vraiment fait pour les amoureux du cinéma, pour les cinéphiles. C'est assez dingue parce que je pense que les gens qui ont l'habitude de voir du cinéma et pas trop s'y intéresser vont trouver ce film un peu lent, un peu chiant et sans grands intérêts, mais pour un amoureux de cinéma comme moi, c'est un pur plaisir. Et je dis que c'est un pur plaisir parce que c'est tellement un hommage au cinéma des années 50, 60, 70, même à certains moments. 1 heure de ce film, c'est juste Brad Pitt qui se balade en voiture un peu partout dans Los Angeles. Et juste ça, c'est magique. Parce qu'il y a un vrai travail sur l'arrière-plan durant tout ce film. L'arrière-plan sera extrêmement important et ces plans quand tu vois Brad Pitt se balader en voiture, que ce soit la nuit ou le jour, sont envoûtants. Vraiment t'es hypnotisé par le décor, c'est vraiment un vrai amour de Los Angeles, c'est un vrai hommage à cette époque. Et juste regarder Brad Pitt en voiture pendant des minutes et des minutes, le fait que ça marche, c'est génial. Il y en a qui vont me dire que ça marche pas parce que c'est chiant, mais pour moi, voir ces images-là, voir Tarantino qui fait un cadrage comme à l'époque où la caméra est posée derrière la voiture et tu vois juste les deux passagers, le conducteur et celui à côté, juste en train de papoter et avancer et voir un peu Los Angeles autour, c'est génial. On va dire que niveau tourisme, les États-Unis, c'est pas du tout ma priorité dans ma vie. Enfin, si je le fais, je le ferai plus tard, mais c'est pas ma priorité. Et alors là, voir ce film-là, j'ai envie d'aller à LA tout de suite. Si ça m'a fait cet effet-là, je peux vous dire que ça marche très bien. C'est l'amour de la ville, l'amour des décors. Il y a beaucoup de scènes dans ce film-là où le décor, où l'arrière-plan est plus important que ce qui se passe en premier plan. Et au fait, ça va jouer sur plein d'aspects différents et je vous en parlerai en spoiler plus en détail. Mais l'amour de la ville, le charisme de Brad Pitt, le mec parle très peu dans le film et putain, il est génial. Le mec, il est en voiture, il se balade comme ça, il est content, il fait des signes à des meufs, il fume, il va à droite à gauche, il achète une clope. Enfin, c'est vraiment un mec qui fait pas grand chose et qui fait des trucs vraiment basiques et il a un charisme fou. Il a un charisme fou parce qu'on construit son personnage comme ce cowboy badass et c'est le cas parce que c'est un hommage au western ce film. D'ailleurs, le personnage de Rick Dalton est devenu célèbre grâce à des westerns et il continue d'ailleurs de jouer dans ce film dans plein de westerns différents et c'est très cool ce qu'ils ont fait par rapport à ça, on va en parler juste après. Mais ouais, Brad Pitt, il est vraiment le cowboy de Los Angeles mais moderne pour l'époque et il y a toute une métaphore qui est construite par rapport à lui, à DiCaprio et un bouquin qu'ils lisent, encore une fois on en parle juste après, mais il y a tellement de détails dans ce film qui construisent les personnages, le fait que Brad Pitt est un chien et son amour avec ce chien, la manière dont il a dressé ce chien est extrêmement importante dans le film. Le contexte historique aussi, bordel, c'est concentré sur les meurtres de Charles Manson, l'histoire de Sharon Tate, donc forcément si tu ne connais pas l'histoire de Sharon Tate, ce film n'a pas du tout la même saveur, n'a pas du tout le même impact. Parce que si tu connais les meurtres de Charles Manson, tu sais de quoi va traiter le film. Et au fait, si tu ne connais pas du tout l'histoire, forcément le film est chiant. Mais si tu connais Sharon Tate, si tu connais son destin, alors là le film est vraiment différent. Juste pour parler un peu de Sharon Tate dans ce film ne fait pas grand chose, mais c'est encore une fois vraiment un hommage à Sharon Tate, je trouve. C'est Margot Robbie qui l'incarne et elle est juste belle, elle danse, elle a les étoiles dans les yeux et quand tu connais son destin, ça a un vrai impact. C'est assez magnifique et je pense que ça raconte une histoire qui est très touchante et si Roman Polanski voit ce film, je pense que ça va lui faire pas mal de mal au final. Mais encore une fois, on en parle juste après. Margot Robbie, elle est géniale, même si elle dit pas grand chose, même s'il fait pas grand chose, c'est génial et il y a une scène que moi je trouvais fantastique dans ce film qui définissait l'amour du cinéma. C'est pas du tout un spoiler mais c'est une scène où Margot Robbie, donc Sharon Tate, va au cinéma et elle va voir le film où joue Sharon Tate. Déjà t'auras cet énorme plan sur les pieds de Margot Robbie, alors dans ce film là les pieds mais il t'envoie partout tout le temps. Tarantino on sait qu'il est obsédé par les pieds mais alors là il a vraiment déconné, il y en a partout. Il y a tellement de plans que ce soit sur les pieds des femmes et c'est toujours des pieds complètement dégueulasses ou sales, ou alors le plan des bottes des hommes et des femmes. Il y a un vrai travail sur
la posture, sur les plans, sur les pieds, et c'est super important parce que la manière dont les gens se tiennent juste en voyant les pieds et leurs chaussures, c'est important et ça raconte une histoire aussi. Donc la posture des personnages, leurs chaussures, leurs habits sont extrêmement importants dans ce film, et le fait de filmer des pieds, c'est super important. Et justement, cette scène où Sharon Tate, interprétée par Margot Robbie, regarde un film où Sharon Tate joue dedans, et au fait, tu ne vois pas Margot Robbie dans le film, mais tu vois la vraie Sharon Tate, c'est assez particulier comme choix, parce qu'en fait, du coup, t'as Margot Robbie qui incarne Sharon Tate, qui se regarde elle-même, sauf que c'est pas elle qu'elle voit la vraie Sharon Tate. Donc, je trouve que c'est un hommage, mais qui est magique, et au fait, ça demande au spectateur d'accepter les choses comme elles sont, et c'est juste purement génial. C'est une scène qui respire l'amour du cinéma, la cinéphilie, et c'est juste magnifique à regarder. De toute façon, des scènes qui respirent l'amour de la cinéphilie, il y en a plein dans ce film. Il y a une scène où, par exemple, le personnage de DiCaprio, Rick Dalton, va rejouer une scène de La Grande Évasion où il incarne Steve McQueen, mais c'est lui, enfin c'est DiCaprio qui joue la scène en tant que son personnage, et c'est tellement bien fait, et c'est tellement drôle la manière dont ils incorporaient cette scène dans le film, comme une sorte de flashback où le personnage de DiCaprio raconte une histoire par-dessus, c'est brillant. D'ailleurs, il y a un flashback dans ce film qui est tellement génialissime, c'était du génie, parce qu'au fait, tu sais pas que c'est un flashback. Vous savez très bien de quelle scène je parle, on en parlera en spoiler. Et pareil, DiCaprio, c'est clairement l'une de ses meilleures performances, je trouve. Il a gagné son Oscar pour The Revenant, mais là, il mérite tellement plus, il joue un acteur sur le déclin, mais là, il est juste tellement attachant, il est tellement drôle, il joue tellement bien, et quand il parle à, par exemple, Al Pacino, qui est halluciné dans le film, on va parler du casting après, quand il parle à Al Pacino, il arrête pas de bégayer, il a du mal, et au fait, même Al Pacino, tu penses que ça va être l'agent super connard, un peu cliché de l'époque, et en fait, Al Pacino, c'est juste un mec ultra cool, ultra bien, qui se soucie de la carrière de ses acteurs, et c'est grave intéressant. Il brise pas mal de clichés comme ça, je trouve ça super intéressant. DiCaprio, il est top, il joue vraiment cet acteur qui est au bout du rouleau, alcoolique, et il est génial. Il y a une scène qu'il a apparemment improvisée, où il se vénère sur le fait qu'il n'arrive pas à sortir ses lignes de dialogue comme il faut durant le tournage d'un film. Cette scène était improvisée, j'ai lu ça très récemment, et c'est l'une des meilleures scènes du film, merde. C'est une scène drôle, touchante, enfin c'était parfait quoi. Et en fait, il y a un vrai travail sur la caméra dans ce film-là, bon c'est Tarantino, donc il y a énormément de plans sur les pieds, il y a un vrai travail de l'arrière-plan dans ce film, comme je l'ai dit, mais il y a aussi plein de plans où tu te concentres sur un unique élément en mouvement, c'est-à-dire que par exemple, tu vas suivre, il y aura un travelling sur Brad Pitt, et tu vas juste suivre Brad Pitt en train de marcher, et il se passe rien, juste tu vois le décor, tu vois un peu où il est, et c'est vraiment frappant, parce que c'est plus la ville qui est mise en valeur, t'as l'impression que c'est un personnage à part entière, qui a vraiment différentes facettes, en passant du LA riche au désert de Los Angeles, enfin vraiment, c'est pour moi un vrai personnage dans ce film, et c'est juste intéressant la manière dont il va filmer par exemple une voiture, un objet sur une voiture, et la voiture sera en train d'avancer en même temps, et juste tu seras concentré sur cet objet, et dans le fond tu vas voir les couleurs de la ville, le vrai amour de Los Angeles dans ce film, c'est incroyable. Et puis la musique, premier truc que j'ai fait après être sorti du film, c'est aller sur Spotify, télécharger l'album du film et l'écouter en boucle. Je l'ai écouté genre 4-5 fois déjà, enfin j'adore la musique qu'ils ont choisi dans ce film. Ils ont par exemple une excellente chanson de Deep Purple, enfin il y en a plein, et c'est juste super entraînant, et ça marche parfaitement dans le film. Tarantino de toute façon avec la musique, il travaille très bien ça, et là c'est parfait. C'est un film, plus j'y pense, plus je l'aime. C'est un film qui est extrêmement bien mis en scène, la musique elle est géniale, il y a un vrai accord avec les images. J'ai trouvé plein de détails durant le film dont je vais vous parler en spoiler. Il y a des trucs tellement bêtes et tellement cons, mais qui sont tellement bien faits dans le film, je suis un fanboy de ce film. Et le troisième acte, franchement, c'est du Tarantino à 100%, et j'ai adoré, j'ai failli gueuler de plaisir ou de rire, enfin c'était génial. Et il faut parler un peu des acteurs, parce que c'est extrêmement important dans ce film, il y a un vrai travail générationnel. T'as des acteurs comme Kurt Russell, Al Pacino, Michael Madsen qui appartiennent à une autre génération, à une génération plus vieille. T'as des acteurs qui sont un peu au début de leur carrière, par exemple. C'est principalement des femmes parce qu'elles font partie de la famille de Manson. T'as par exemple Margaret Qualley, Emily Hirsch, Sydney Sweeney de la série Euphoria, Victoria Pedretti de la série Haunting of Hill House. Il y a une vraie transition générationnelle, vraiment des femmes très jeunes et quelques hommes un peu jeunes aussi, et vraiment une génération qui va bientôt cesser de tourner au cinéma, et la génération du milieu avec DiCaprio, Brad Pitt, Timothy Olyphant, Luke Perry, Damian Lewis. Chez les jeunes, il y a aussi Maya Hawke et Dakota Fanning que je n'ai pas du tout reconnu, et chez les vraiment pour le coup je pense que c'est le plus vieux du casting, il y a Bruce Dern. Et au fait ils sont tous là mais présents pendant quelques scènes, quelques brefs instants. Kurt Russell il doit avoir une ou deux scènes, Michael Madsen il doit avoir 5 secondes. Il y a aussi Tim Roth qui a été coupé du montage mais qui est en théorie présent dans le film. Tu vois qu'il a chopé tous ses potes Tarantino, qui s'est dit voilà, ça c'est mon hommage à Hollywood, ça c'est presque mon film testamentaire, le film qui montre mon amour du cinéma. Honnêtement je pourrais en parler pendant des heures de ce film, et il faut comprendre que pour moi c'est une chaude recommandation. C'est l'un des meilleurs films de Quentin Tarantino, et j'ai moi-même été déçu des 8 salopards par exemple. Je trouve que c'était l'un de ses pires films. Ça restait un bon film étonnamment, mais j'avais plus trop d'espoir pour Tarantino. Je me suis dit bon voilà, et peut-être dans une phase que moi j'aime beaucoup moins, et pas du tout. Là en tant que cinéphile c'est un amour, c'est un truc de fou, c'est génialissime. Et encore une fois, j'en ai pas parlé, mais le dialogue, enfin il est parfait, c'est du Tarantino mais comme il faut, où il faut, c'est brillant. Et c'est un film qui est tellement drôle aussi, c'est l'un des films les plus drôles de Tarantino je
pense. À la fin, t'as envie d'applaudir, de te lever, de dire putain, ça c'était un vrai putain de film. C'est 2h45, je me suis pas ennuyé une seule minute, mais je peux comprendre que des gens vont s'ennuyer devant. Totalement compréhensible, et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs films de cette année, et de loin. Avant de passer en spoiler, parce que j'ai des trucs à dire, c'est évident, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Au fait, j'ai adoré ce côté presque méta du film. Il y a toute cette scène où Rick Dalton est au Far West, il joue vraiment ce méchant dans cette série pour NBC ou je sais pas quelle chaîne. C'est filmé de manière à nous montrer à quoi allait ressembler la série, c'est évident. T'es vraiment à fond dans le truc, il joue vraiment son rôle, et là quand il oublie sa réplique, ça te sort complètement du délire parce que tu pensais que tu regardais le film qui était en train d'être filmé. Et toi tu t'attends à voir un peu le casting, le crew, etc. La caméra, elle change pas de plan. Elle reste là où elle est, comme la caméra de tournage de la série. La caméra, quand il cut, il recommence et revient en arrière pour le refaire la scène, mais tu suis vraiment la caméra du tournage du film en même temps que la caméra avec laquelle a été filmé le film en soi. Donc il y a ce double jeu presque qui brise le quatrième mur vraiment, où DiCaprio oublie sa réplique, mais la caméra oublie pas que c'est la caméra de la série et du film en question. Et tu vois à quel point il peut être impliqué dans le rôle, tu vois à quel point il est à fond dans ce qu'il fait, et pareil quand il tient la petite fille sur ses genoux, là déjà la petite fille c'est une actrice absolument formidable. Si elle continue bien à jouer, elle aura un avenir génial parce que c'était vraiment l'un des coups de cœur de ce film. Elle était juste hyper drôle, hyper touchante, elle avait beaucoup d'audace à parler à DiCaprio comme ça. Vraiment c'était difficile à faire comme taf, elle était géniale. Tu vois qu'il est à fond DiCaprio quand il a la fille sur ses genoux et il parle, je crois que c'est Timothy Olyphant à ce moment. Tu vois vraiment le délire du truc, et quand ça coupe à la vraie caméra, au réalisateur de cet épisode là tu reprends un peu du recul, tu te dis merde, c'est vrai que c'est un film, enfin une série dans un film. Et ça fait un truc, la manière dont il a réussi à briser presque ce quatrième mur, parce que les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un film, mais toi tu sais que eux ils sont dans une série et eux aussi savent qu'ils sont dans une série. Donc en gros il a créé un quatrième mur à l'intérieur de son film en protégeant son quatrième mur à lui. Bon c'est un peu compliqué mais je pense que vous comprenez ce que je dis. J'ai trouvé ça totalement brillant, et t'as toute cette scène avec justement Rick Dalton qui lit ce bouquin à propos d'un cowboy qui était le meilleur du Far West et qui est tombé sur sa hanche et il s'est fait mal. Alors ça c'est intéressant parce que ça parle d'un côté de Rick Dalton, parce que c'est lui qui était un acteur qui était excellent, qui était un cowboy dans Bounty Law, il était génial, et au fur et à mesure il est dans le déclin et il n'est pas l'acteur qu'il était avant. Alors le truc c'est que oui ça représente Rick Dalton, son déclin c'est un peu une métaphore par rapport à ça, mais au fait ça représente principalement Cliff. Pourquoi ça représente Cliff? C'est que le cowboy qui est vraiment au sommet de son art, qui a de la confiance en lui, c'est Cliff dans ce film là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du film? Il se fait poignarder la hanche. J'ai trouvé ça juste génial parce qu'au début tu dis que cette histoire parle clairement de Rick, et en fait elle parle de Cliff à mes yeux, mais en fait elle parle un peu des deux, mais c'est Cliff vraiment le cowboy du film et non pas Rick Dalton qui prétend être un cowboy. Il y a tout ce jeu du jeu d'acteur justement dans ce film. Par exemple il y a la fille Margaret Qualley dans sa voiture qui demande à Brad Pitt s'il aimerait se faire sucer pendant qu'il conduisait, et il dit non parce qu'il a pas envie de finir en prison à cause d'une femme, il a déjà échappé une fois, on pense évidemment à sa femme. Cette femme là elle lui dit toi t'es le vrai truc, toi t'es le cascadeur, t'es le vrai acteur du film. Et c'est un peu la vérité, c'est que dans ce film là c'est Cliff le cowboy et c'est Rick le mec qui fait semblant d'être un cowboy. Donc les rôles sont inversés et c'est brillant, moi je trouve ça brillant. Je pense pas que je fais de la suranalyse, je pense que c'est un peu assumé par le film. D'ailleurs la scène, alors ça je me suis renseigné un peu parce que je savais pas à quoi ça faisait allusion, mais au fait quand il dit Brad Pitt qui veut pas finir en prison à cause d'une femme, donc je pense qu'il a vraiment tué sa femme, c'est fortement sous-entendu. Sa femme, je pense que c'est une référence à l'actrice Natalie Wood qui a été elle tuée par son mari, mais son mari n'est jamais allé en prison, et je pense que c'est clairement une référence à ça. Après la femme de Brad Pitt dans le film ne ressemble pas du tout à Natalie Wood, mais je pense quand même que c'est assez référencé. Et c'est vrai que Tarantino il a quand même pas mal filmé de cul dans ce film là. Le cul de Margaret Qualley on le voit mais sans arrêt dans ce film. Il y a plein de lignes de dialogue que je trouve hilarantes, par exemple elle s'appelle Pussy je crois Margaret Qualley, et quand la secte de Manson arrive et dit ouais on adore Pussy, we love Pussy, et Brad Pitt il est en mode yeah we do. C'est un truc, c'est tout bête, c'est un dialogue qui peut être écrit par un gamin de 13 ans, mais vu que ça sort de la bouche de Brad Pitt ça marche tellement bien. De toute façon des répliques mémorables il y en a plein. À la fin je crois que Rick dit à Cliff tu es comme un frère et presque pas une femme, ou un truc comme ça. Je crois qu'en anglais il dit you're a brother but not quite a wife, ou un truc comme ça, et c'est génial. Ou la scène où justement Bruce Dern il est aveugle et t'as Brad Pitt qui lui dit c'est la rousse dans le salon, et Bruce Dern qui pète un câble mais je t'ai pas dit que j'étais aveugle. Il y a plein de dialogues comme ça qui marchent tellement bien, qui sont tellement drôles. Mais je crois quand même mon dialogue préféré du film c'était le moment où t'as donc Tex, l'assassin de Charles Manson, qui arrive et qui lui dit je suis le diable, et t'as Brad Pitt qui répond un truc tout bête du style
Non, c'était pas ça ton prénom, c'est un truc un peu plus con, je crois. Des trucs comme ça où pareil à la fin quand il s'est fait poignarder, il dit ouais, c'était des trucs de diable, il dit devil shit en anglais. C'est tout con, mais ça marche bien. D'ailleurs, toute cette scène où Brad Pitt arrive dans la secte de Manson, il arrive confiant et tu as toutes ces femmes et ces hommes qui pourraient le tuer à n'importe quel moment, et le fait qu'il veuille voir George, et en pensant que, enfin on pensait tous qu'ils avaient tué George et pris là où il habitait, sa maison, son terrain. Quand il va voir George, c'est une scène extrêmement stressante, tu vois la maison dégueulasse, les gens dégueulasses de la secte, ces hippies complètement paumés qui font partie de la famille de Manson, et tu vois il avance doucement, et c'est moi je flippais en fait. J'avais peur, je savais pas ce qui allait se passer. C'est brillant en fait de nous mettre un stress comme ça pour un truc tout bête qui s'avère être méga bête. Quand tu connais pas l'histoire de Sharon Tate et de Charles Manson, quand il y a Tex qui va courir vers la voiture de Brad Pitt au milieu du film pour l'arrêter, tu sais qu'il est dangereux parce que c'est Tex qui a commis les meurtres de Sharon Tate et de toutes les personnes dans la maison. Quand tu sais que c'est le meurtrier qui va chercher Brad Pitt, t'as un peu peur pour lui. Et quand tu connais pas l'histoire, bah en fait c'est une scène où t'es pas du tout stressé parce que qu'est-ce qu'il va faire ce mec? Mais quand tu sais que c'est le meurtrier de Charles Manson, tu dis merde. Et c'est pour ça que quand tu connais l'histoire de Charles Manson, le film est beaucoup mieux, je le trouve, beaucoup plus stressant. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Sharon Tate, je vous la fais rapidement. Sharon Tate, la femme de Roman Polanski à l'époque, était enceinte de 8 mois. Charles Manson qu'on voit une seule fois dans ce film, et j'ai trouvé ça génial de le voir une seule fois parce que déjà faut pas glorifier ce mec de une, je pense. Mais surtout, au fait, ça permet aussi d'avoir un peu cet aspect presque divin de Charles Manson, presque diabolique pour le coup. Charles Manson n'a jamais tué personne. Enfin, on pense qu'il n'a jamais tué personne. Peut-être une personne dans sa vie, on sait pas trop. En tout cas, avant de finir en prison, vu qu'il n'est pas réellement présent dans les meurtres de Sharon Tate, c'est lui le commanditaire des meurtres. C'est intéressant de le voir très peu dans le film. Il y a juste un caméo débile de lui, il est juste là comme ça vite fait. Le fait de pas l'avoir dans le film, ça renforce sa symbolique diabolique de mec qui ordonne aux gens de faire ce qu'il veut. Ce caméo était vraiment bien foutu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sharon Tate, de ses 8 mois enceinte, a été assassinée par donc Tex, et tout le monde dans la maison a été assassiné, et elle est donc morte comme ça. Ensuite, Roman Polanski, son mari de l'époque, on sait un peu son histoire à lui, il a violé une femme, enfin une enfant pour le coup, pas sûr qu'il avait 14 ou 15 ans, ou même 13, je sais plus exactement, mais il a jamais fini en prison parce qu'il a été extradité en France et tout, c'est un gros bordel la vie de Roman Polanski. Renseignez-vous si vous voulez. Le mélange, la vie de Charles Manson et Roman Polanski, c'est assez intéressant, et vous comprenez pourquoi Roman Polanski, il fait encore des films, mais on le voit plus jamais dans les médias ni rien, parce que il a violé quand même une femme, il a été condamné pour, une fille, pardon. Si vous connaissez l'histoire, c'est beaucoup plus intéressant comme film, je trouve. Ça qui est intéressant, c'est que t'attends le finale, tu te dis, c'est putain, c'est les meurtres de Sharon Tate, et quand tu vois Rick aller voir les hippies qui allaient tuer Sharon Tate pour ensuite se faire attaquer lui-même, c'est brillant. C'est brillant parce que dans la voiture, ils ont cette conversation, ils se disent, est-ce qu'on devrait pas aller tuer le mec qui nous montre à la télé comment tuer depuis le début? Ça, je pense que c'est une critique que fait Tarantino à tous les médias qui ont critiqué ses films, qui ont toujours dit que ces films causent la violence, causent des meurtres, qui ont fait des liens entre des meurtres et ces films, parce que cette femme-là veut tuer quelqu'un parce qu'elle a vu ça à la télé. Et je pense que c'est juste Tarantino qui dit, mais c'est complètement aberrant, c'est complètement stupide. Ces gens-là, ils tuent pas parce qu'ils ont vu ça dans des films, comme Kill Bill. Je sais que quand il a sorti Kill Bill, il y avait beaucoup de débats par rapport à la violence du film, mais ils tuent parce qu'ils sont cinglés, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils vont pas bien dans leur tête. Donc je pense que c'était un gros doigt d'honneur un peu à toutes ces critiques, et c'était très très bien. Et il faut évidemment parler de cette scène, donc t'as Brad Pitt qui est défoncé au LSD, il me tue comment il regarde la conserve de son chien, c'est hilarant, il est hypnotisé par ça, mais imaginez-vous un truc tout simple, que t'arrêtes les meurtres de Charles Manson en étant défoncé au LSD. Si ça c'est pas un truc intéressant, c'était une scène complètement tarantinesque avec le chien qui bouffe Tex, Brad Pitt qui prend la tête d'une meuf et qui l'éclate mais partout, et c'est horrible et c'est dégueulasse, la femme italienne de DiCaprio qui gueule, qui crie, qui est en maillot de bain, qui ronfle. Ça c'est un truc drôle parce que dans tous les films de Tarantino, enfin quasiment tous, les femmes jolies ronflent. Enfin moi ça me fait marrer. Elles ont toutes des pieds sales et elles ronflent. Voilà, c'est ça les jolies filles d'après Tarantino. Je sais pas comment est sa femme. Hein. En tout cas, c'est une scène qui est extrêmement satisfaisante parce que t'es stressé. Moi je pensais que Cliff allait y passer, mais pas du tout. Brad Pitt s'en sort très très bien. Et quand tu vois DiCaprio sortir son putain de lance-flamme, alors là... incroyable. Incroyable parce qu'au fait, au début du film, DiCaprio il dit très bien « Je suis à une pool party près de rencontrer Roman Polanski ». Et au final, c'est ce qui se passe, il y a une sorte de pool party parce que DiCaprio crame une femme dans la piscine et il arrive à rencontrer la famille Polanski. Foreshadowing parfaitement réalisé par Quentin Tarantino. Il y a aussi toute cette scène-là où au fait, il regarde un épisode de FBI où Rick joue dedans, Cliff et Rick commentent l'épisode. Ce que je veux, c'est une version commentary de ce film où Cliff et Rick sont dans leur personnage et ils commentent Once Upon a Time in Hollywood. Parce que cette scène-là, au fait, où Brad Pitt commente la prestation de DiCaprio, elle est super drôle parce que c'est comme un commentaire de film et c'est génial. Et c'est juste super attachant, quoi. Putain, je veux plus de films avec ces deux personnages-là. Je veux une série, bordel. Les aventures de Rick Dalton et de Cliff Booth. Et tu vois un peu l'hypocrisie derrière, la scène avec la pub de DiCaprio où il fume des Red Apple et il dit que c'est trop bien et tout, et alors que c'est de la merde. J'adore ce film pour ses hommages aux médias, à Hollywood, à la série télé, au cinéma. Il y a plein de références à tous ces réalisateurs italiens dont le nom a été un peu modifié pour pas que
tu te rends compte de qui c'est réellement. Moi je trouve que c'est génial. En plus son amour pour le cinéma italien, son amour pour le cinéma américain, pour les westerns, tout y est quoi. Et en plus j'ai plein de dialogues trop drôles dans ma tête quand Brad Pitt dit à DiCaprio ne pleure pas devant les Mexicains. C'est tout con mais moi ça me fait rire et c'est tellement de dynamisme dans les dialogues, dans la mise en scène et tout, c'est génial. Alors que la majorité du film c'est juste leur vie à la con de ces deux personnages là. Et quelques minutes de film c'est Brad Pitt qui est en voiture dans LA, c'est tout. Faut aussi parler de la scène de flashback, la scène où justement t'as Brad Pitt sur le toit et tu penses pas du tout que c'est un flashback, tu penses juste que c'est la suite, que DiCaprio a réussi à convaincre Kurt Russell de laisser Brad Pitt jouer dans le film et tu dis c'est tout à fait normal, c'est absolument pas un flashback. Et c'est là qu'il commence à se battre avec Bruce Lee. J'ai un problème avec ça parce que Bruce Lee, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que Mike Moe fait un excellent travail là-dedans, il y a pas de souci, mais en fait il y a une scène où il dit ouais je pourrais battre Cassius Clay, je le défonce quand je veux. Dans la vraie vie, Bruce Lee, pour ceux qui savent pas, a dit qu'il ne pouvait pas battre Mohamed Ali, Cassius Clay étant Mohamed Ali. Il a très bien dit ça dans la vraie vie, donc je trouve que c'est assez bizarre de voir vraiment Tarantino assumer le fait que Bruce Lee l'avait dit. Alors oui, c'est pas la vraie histoire, c'est de la fiction, je suis d'accord, mais ça fait assez bizarre de voir un Bruce Lee aussi arrogant, même si c'était un rôle, tout ça, juste le fait qu'il pouvait battre Mohamed Ali, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon la scène avec Bruce Lee, ça le rendait super attachant parce que tu le vois s'entraîner avec Sharon Tate aussi, et toute la scène avec le combat contre Bruce Lee est trop drôle. Tu vois aussi à quel point Brad Pitt est confiant, ce personnage-là est à fond et il peut tout faire. Et pour moi, toute la scène de fin où DiCaprio rejoint Margot Robbie et tout, c'est un excellent hommage à Sharon Tate, à la vie qu'elle aurait pu avoir dans ce monde, et c'est juste super touchant je trouve. Le fait qu'il soit là, qu'il parle à cette femme qui a survécu la nuit et tout, c'est un moment qui est vraiment touchant parce que c'est de la réalité alternée qui est super touchante, parce que quand avec Inglourious Basterds ils avaient tué Hitler, ok ça c'est la Seconde Guerre mondiale, tout le monde détestait Hitler, tout ça, là c'est différent parce que là c'est doux amer dans le sens où cette femme aurait pu survivre et c'est juste giga touchant et triste qu'elle soit morte, assassinée aussi brutalement. C'est une lettre d'amour à Sharon Tate et à ce qu'elle aurait pu être, et c'est super beau quoi. C'est vraiment, ça a dû être vraiment émouvant à tourner je pense, mais c'est tout à fait génial. Encore une fois il y a plein de plans de haut parce que ce plan final c'est un plan de haut derrière la maison, et encore une fois t'as plein de moments où tu vois justement Sharon Tate faire une valise et Charles Manson derrière, c'est pour montrer un peu que l'arrière-plan est plus important que ce qui se passe à l'instant même. Et pour montrer aussi que Manson c'est une figure de l'ombre qui est derrière et tout, enfin c'est génial. Ah là là, putain de lance-flamme hein. C'est l'un des fusils de Chekhov les mieux utilisés que j'ai vu depuis un long moment quoi. Tu penses jamais que ce lance-flamme allait revenir, et quand il revient à la fin tu dis bah putain en fait c'est logique. Et ça m'a tué le moment où DiCaprio il est comme ça avec son lance-flamme, il dit putain c'est chaud, on peut pas le faire un peu moins chaud. Non c'est un lance-flamme frère, calme-toi. C'est excellent. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu un condensé d'amour pendant presque 3 heures et j'ai kiffé chaque instant de ce film. J'ai aussi beaucoup aimé cette histoire de presque intermission. Vous savez, quand les films à l'époque, quand ils étaient trop longs, t'avais une petite pause où il y avait un moment pour souffler, pour aller aux toilettes, pour respirer un peu. Et en fait, ils font un peu ça dans ce film, c'est que du coup, toute la scène en narration, il raconte le périple de DiCaprio en Italie. Je crois que c'est Kurt Russell qui fait la voix d'ailleurs. Ça fait penser un peu à une intermission de l'époque. Je sais pas si on appelle ça une intermission en français, mais c'est intermission en anglais, ça c'est sûr. Il y en a vu une dans Les 8 salopards aussi, et c'était plutôt drôle, et là c'est un peu la même chose, mais ça raconte vraiment une histoire, et c'était super bien fait parce que ça montrait vraiment la coupure entre les deux premiers tirs qui étaient Slice of Life et le dernier tir qui était concentré sur les meurtres de Sharon Tate. Je ne sais plus trop quoi dire à propos de ce film, je pense que j'en ai pas mal parlé, déjà la critique est un peu trop longue. Si j'oublie de parler quoi que ce soit, je vais rajouter dans le commentaire épinglé, il n'y aura pas de souci, mais dites-moi ce que vous avez adoré dans ce film, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Ça m'a fait du bien un film comme ça, vraiment un film qui respire l'amour là, c'était bien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et commentaire épinglé, voir des petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.